Dans la nuit du 23 août 1876, 300 hommes encagoulés ont encerclé une modeste demeure en bois dans les collines du Tennessee oriental, convaincus de terroriser un simple forgeron noir. Aucun d'entre eux ne savait qu'ils venaient de commettre l'erreur la plus fatale de leur existence. Avant de découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu nous écoutes. Cette histoire va te glacer le sang. Les années qui suivirent la guerre de sécession transformèrent le Sud américain en un territoire fracturé, où les anciennes certitudes s'effondraient comme des châteaux de cartes sous la pluie. Dans les régions montagneuses du Tennessee oriental, là où les vallées s'enfoncent entre des crêtes couvertes de chênes et de pins, la reconstruction provoquait des tensions qui menaçaient d'exploser à tout moment. Cette partie du Tennessee avait toujours été différente du reste de l'État. Trop pauvre pour les grandes plantations, trop rocailleuse pour la culture intensive du coton, elle abritait surtout de petits fermiers blancs qui avaient peu bénéficié de l'esclavage et qui, pour beaucoup, avaient combattu du côté de l'Union pendant la guerre. Mais les années 70 apportèrent leur lot de bouleversements. Les anciens esclaves, désormais libres, cherchaient à s'établir, à acheter des terres, à exercer des métiers autrefois réservés aux Blancs. Et certains hommes, incapables d'accepter ce nouveau monde, choisirent la violence comme réponse. Le Ku Klux Klan, né quelques années plus tôt à Pulaski dans le Tennessee même, s'était répandu comme une maladie à travers tout le Sud. Dans les comtés ruraux, loin des yeux des autorités fédérales, ces hommes masqués imposaient leurs lois par la terreur. Ils brûlaient des maisons, fouettaient les hommes noirs qui osaient voter, assassinaient ceux qui prospéraient trop visiblement. Les shérifs locaux, quand ils n'étaient pas eux-mêmes membres du clan, fermaient les yeux par peur ou par sympathie. C'est dans ce contexte qu'un homme noir s'était installé dans une vallée isolée, à environ 15 kilomètres au sud de la petite ville de Greenville. La propriété consistait en une maison en bois de 2 pièces, solidement construite avec des rondins et quarries, une petite grange et une forge. Le terrain, quelques hectares de terre rocailleuse adossée à la montagne, n'avait jamais intéressé personne. Mais cet homme, que les rares voisins connaissaient sous le nom de Samuel, avait acheté cette parcelle avec de l'argent sonnant et trébuchant au printemps 1875. Samuel était arrivé dans la région sans fanfare, conduisant une charrette chargée d'outils de forgeron et de quelques possessions personnelles. Il était grand, large d'épaules, avec des mains énormes marquées par des décennies de travail du métal. Son visage portait les cicatrices de la variole, ses cheveux grisonnaient aux tempes. Il parlait peu, répondait poliment quand on s'adressait à lui, mais ne cherchait pas la conversation. Rapidement, il établit sa forge et commença à travailler le fer. La qualité de son travail était exceptionnelle. Les fermiers blancs des environs, d'abord réticents, découvrirent que Samuel pouvait réparer n'importe quel outil, forger des fers à cheval qui duraient 2 fois plus longtemps que ceux des autres forgerons, créer des pièces de remplacement pour les machines agricoles avec une précision remarquable. Certains murmuraient qu'il avait dû apprendre son métier dans une grande ville du Nord, peut-être Pittsburgh ou Cincinnati. D'autres prétendaient qu'il avait été l'esclave personnel d'un forgeron avant la guerre et qu'il avait hérité des talents de son maître. Mais Samuel restait un mystère. Il ne fréquentait pas l'église baptiste des Noirs de Greenville. Il ne participait pas aux réunions politiques organisées par les républicains radicaux qui tentaient de mobiliser les électeurs noirs. Il ne buvait pas dans les tavernes, ne jouait pas aux cartes, ne courtisait aucune femme. Il vivait seul dans sa maison isolée, travaillait dans sa forge du lever au coucher du soleil et disparaissait parfois pendant plusieurs jours sans explication. Cette discrétion même le rendait suspect aux yeux de certains. Dans un monde où chaque homme noir devait constamment prouver qu'il connaissait sa place, l'indépendance tranquille de Samuel dérangeait. Il ne baissait pas les yeux quand un blanc lui parlait. Il ne se poussait pas sur le côté quand quelqu'un passait. Il ne demandait pas la permission, n'implorait pas de faveur. Il payait comptant pour tout ce qu'il achetait et attendait qu'on lui rende sa monnaie jusqu'au dernier centime. Les mois passèrent. Samuel continuait son travail,
accumulant lentement une clientèle qui appréciait son savoir-faire, même si elle n'appréciait pas l'homme lui-même. Il ajoutait des améliorations à sa propriété. Une citerne pour collecter l'eau de pluie, un poulailler solidement construit, un potager entouré d'une palissade pour tenir les cerfs à distance. Ces gestes étaient ceux d'un homme qui prévoyait de rester, qui construisait quelque chose de permanent. Cette permanence même était une provocation. Dans les tavernes de Greenville, des hommes commençaient à murmurer. Qui était vraiment ce Samuel? D'où venait son argent? Pourquoi un nègre vivait-il seul, comme un ermite, au lieu de chercher du travail dans les fermes comme les autres? Certains prétendaient l'avoir vu lire des journaux, ce qui était déjà suspect en soi. Un homme noir qui savait lire était dangereux. Un homme noir qui lisait des journaux du Nord était une menace. Et puis, il y avait ces disparitions nocturnes. Samuel fermait parfois sa forge sans prévenir et s'absentait pendant 3 ou 4 jours. Quand il revenait, sa charrette semblait plus légère, comme s'il avait livré quelque chose quelque part. Des rumeurs se mirent à circuler. Peut-être transportait-il des armes pour les milices noires qui s'organisaient dans certains comtés. Peut-être était-il un agent des républicains radicaux de Washington, envoyé pour espionner les bons citoyens du Sud. Peut-être même était-il un de ces agitateurs du Nord qui venaient en prêcher l'égalité et la révolte. À l'été 1876, la tension atteignit son paroxysme. Les élections présidentielles approchaient et tout le monde savait qu'elles seraient décisives. Le Sud blanc était déterminé à reprendre le contrôle politique qu'il avait perdu après la guerre. Le clan intensifia ses activités, multipliant les visites nocturnes pour intimider les électeurs noirs. Dans plusieurs comtés voisins, des hommes noirs avaient été lynchés pour avoir osé s'inscrire sur les listes électorales. C'est dans ce climat de violence rampante qu'un incident apparemment mineur mit le feu aux poudres. Un fermier blanc nommé Ezekiel Calhoun vint à la forge de Samuel pour faire réparer une charrue. Samuel examina la pièce et annonça un prix. Calhoun, habitué à marchander avec les artisans noirs, offrit la moitié. Samuel refusa poliment mais fermement. L'homme insista puis haussa le ton. Samuel ne céda pas. Finalement, Calhoun quitta la forge en colère, jurant qu'aucun nègre ne lui dicterait ses prix. Le soir même, Calhoun racontait dans une taverne de Greenville qu'il avait été insulté par ce forgeron arrogant. L'histoire grandit à chaque répétition. Samuel aurait été insolent. Il aurait menacé Calhoun. Il aurait dit que les temps avaient changé et que les Blancs devaient désormais respecter les Noirs. Bien sûr, Samuel n'avait rien dit de tel. Mais la vérité importait peu. Ce qui comptait, c'était que cet homme noir isolé offrait une cible parfaite. 3 jours après l'incident avec Calhoun, le grand cyclope du chapitre local du Ku Klux Klan convoqua une réunion. Elle eut lieu dans une grange abandonnée à la périphérie de Greenville, tard dans la nuit. 27 hommes y assistèrent, portant leurs robes blanches et leurs cagoules pointues. La lumière des lanternes projetait des ombres monstrueuses sur les murs de bois. Le grand cyclope, un homme nommé Jeremiah Watts qui possédait l'un des plus grands magasins généraux de la ville, prit la parole. Il parla de la nécessité de maintenir l'ordre, de protéger les femmes et les enfants blancs, de montrer aux nègres arrogants qu'il y avait des limites qu'ils ne devaient pas franchir. Il mentionna Samuel, ce forgeron solitaire qui se prenait pour l'égal des Blancs, qui refusait de connaître sa place, qui représentait tout ce qu'il y avait de dangereux dans ce nouveau monde. Quelqu'un suggéra une simple visite d'avertissement. On irait masquer, on l'effraierait, on lui ferait comprendre qu'il devait quitter la région. Mais Watts secoua la tête. Un avertissement ne suffirait pas. Cet homme avait besoin d'une leçon que personne n'oublierait. Une leçon qui enverrait un message clair à tous les nègres du comté. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous n'avez aucun droit ici. Restez à votre place ou subissez les conséquences. Ce qui fut décidé cette nuit-là resta secret pendant longtemps. Mais les préparatifs commencèrent immédiatement. Des messages furent envoyés au chapitre du clan des comtés voisins. Une date fut fixée, le 23 août. L'opération serait massive, impressionnante, inoubliable. On montrerait à tous que le clan était tout-puissant, que résister était futile.
Samuel, dans sa forge isolée, ne savait rien de ses plans. Il continuait son travail quotidien, forgeant des outils, réparant des charrettes, entretenant sa propriété. Quelques clients réguliers remarquèrent qu'il semblait plus pensif que d'habitude, qu'il scrutait parfois la route qui menait à sa maison, comme s'il attendait quelque chose. Mais il ne dit rien, ne partagea aucune inquiétude. Le 20 août, 3 jours avant la date prévue, un vieil homme noir se présenta à la forge. Il marchait avec difficulté, s'appuyant sur une canne noueuse. Il ne demanda aucun service de forgeron. Il resta simplement là, observant Samuel travailler, jusqu'à ce que le dernier client parte. Alors il s'approcha et murmura quelques mots à voix basse. Samuel acquiesça sans montrer de surprise, comme s'il savait déjà ce qu'on allait lui dire. Cette nuit-là, de la lumière brillait tard dans la maison de Samuel. Les rares personnes qui passaient sur la route au loin pouvaient voir des ombres bouger derrière les fenêtres, mais personne ne s'approcha. Dans ces régions isolées, on apprenait vite à ne pas s'occuper des affaires des autres, surtout la nuit. Les 2 jours suivants, Samuel continua son travail comme si de rien n'était. Il termina une commande de fer à cheval pour un fermier, répara les gonds d'une porte de grange, forgea 3 nouveaux socs de charrue. Ses gestes étaient précis, méthodiques, dépourvus de toute hâte ou anxiété apparente. Mais ceux qui le connaissaient bien auraient peut-être remarqué qu'il ne s'absentait plus de chez lui, même pour de courtes courses en ville, qu'il vérifiait régulièrement les environs de sa propriété, qu'il avait transporté plus de bois que nécessaire dans sa maison. Le 23 août arriva. La journée fut étouffante, l'air lourd de cette humidité oppressante qui précède souvent les orages d'été dans les montagnes du Tennessee. Samuel travailla dans sa forge jusqu'au milieu de l'après-midi, puis éteignit ses feux plus tôt que d'habitude. Il nourrit ses poules, vérifia sa citerne, rangea ses outils avec un soin méticuleux, puis il entra dans sa maison et ferma la porte derrière lui. Le soleil déclina lentement derrière les crêtes montagneuses. Les ombres s'allongèrent dans la vallée. Les cigales chantaient leur mélopée assourdissante. La nuit tomba, d'abord crépusculaire puis totale, car la lune ne se lèverait que bien plus tard. Dans l'obscurité épaisse des montagnes, la maison de Samuel n'était qu'une forme plus sombre contre le ciel. Puis, vers 10 heures du soir, les premiers cavaliers apparurent sur la route. Ils arrivèrent par groupes de 10 ou 15, convergeant de différentes directions vers la vallée où se trouvait la propriété de Samuel. Certains venaient de Greenville même, d'autres de villes situées à 30 ou 40 kilomètres. Ils avaient voyagé séparément pendant la journée pour ne pas attirer l'attention, puis s'étaient rassemblés à un point de rendez-vous convenu à plusieurs kilomètres de leur cible. 300 hommes. C'était un nombre stupéfiant, même pour une action du clan. Cela représentait une mobilisation massive, une démonstration de force sans précédent dans cette région. Ils portaient tous les robes blanches caractéristiques du clan, certaines grossièrement cousues dans de vieux draps, d'autres plus élaborées avec des broderies rouges ou noires. Leurs cagoules pointues leur donnaient des silhouettes fantomatiques dans l'obscurité. Beaucoup portèrent des torches, créant une colonne de lumière dansante qui serpentait le long de la route de montagne. Jeremiah Watts menait la procession, monté sur un grand cheval noir. À ses côtés chevauchaient les autres dirigeants du clan local, des commerçants, des fermiers prospères, un pasteur baptiste, un ancien officier confédéré. Derrière eux venaient les membres ordinaires, un mélange d'agriculteurs, d'artisans, d'ouvriers. Certains étaient ivres, excités par la perspective de l'action à venir. D'autres semblaient plus nerveux, peut-être conscients qu'ils s'apprêtaient à franchir une ligne dangereuse. Car il ne s'agissait pas d'une simple visite d'intimidation. Les ordres étaient clairs. La maison de Samuel devait brûler. L'homme lui-même devait être capturé, fouetté publiquement, puis pendu à un arbre comme avertissement. Son corps serait laissé là pendant des jours pour que tous le voient. Le message devait être absolument sans équivoque. Ils avaient apporté des cordes, des fouets, des bidons de kérosène. Certains hommes portaient des armes à feu, vieux mousquets de la guerre ou fusils de chasse.
D'autres brandissaient des gourdins ou des haches. Cette accumulation d'armes et de matériel trahissait une certaine nervosité. 300 hommes armés pour terroriser un seul forgeron noir, vivant seul dans une maison isolée? C'était disproportionné, excessif. Mais peut-être cette disproportion même révélait-elle quelque chose de plus profond. Une peur cachée, un besoin de se rassurer par le nombre. Lorsqu'ils atteignirent le dernier tournant avant la propriété de Samuel, Watts leva la main pour arrêter la colonne. Il donna ses instructions finales à voix basse. La moitié des hommes encerclerait la maison par l'arrière, coupant toute retraite vers la montagne. L'autre moitié resterait devant, bloquant la route. Personne ne devait tirer sans ordre. Il voulait prendre Samuel vivant. Le spectacle devait être public, rituel, mémorable. Les hommes se déployèrent dans l'obscurité avec une efficacité surprenante. Malgré leur nombre, ils se déplaçaient relativement silencieusement, communiquant par gestes et chuchotements. En quelques minutes, la maison de Samuel fut complètement encerclée. 300 hommes formaient un anneau serré autour de la modeste demeure en bois. Leurs torches créaient un cercle de lumière fluctuante qui transformait la scène en quelque chose de cauchemardesque. La maison elle-même semblait paisible. Une faible lumière brillait à l'une des fenêtres, celle de la pièce principale. Aucun mouvement n'était visible. Le silence était total, perturbé seulement par le crépitement des torches et le hennissement occasionnel d'un cheval. Watts s'avança, toujours à cheval, jusqu'à une vingtaine de mètres de la porte d'entrée. Il prit une profonde inspiration, puis cria d'une voix forte qui porta dans toute la vallée. « Samuel, sors de ta maison. Tu as offensé des hommes blancs. Tu as oublié ta place. Le jugement est venu. » Aucune réponse. La lumière à la fenêtre ne vacilla pas. La porte resta fermée. Watts attendit quelques secondes, puis répéta son appel, plus fort cette fois, avec plus de menace dans la voix. Toujours aucune réponse. Certains hommes commencèrent à s'agiter, murmurant entre eux. Peut-être Samuel avait-il fui? Peut-être avait-il été averti et s'était-il échappé dans les montagnes? Mais non. La lumière à la fenêtre prouvait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et puis, où aurait-il pu aller? La maison était complètement encerclée. Aucun homme n'aurait pu traverser ce cercle sans être vu. Watts fit signe à plusieurs hommes de s'approcher. Ils descendirent de cheval et marchèrent prudemment vers la porte, leurs armes prêtes. L'un d'eux, un grand fermier nommé Jacob, tendit la main vers la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit facilement vers l'intérieur, révélant l'obscurité de la pièce principale. Jacob hésita sur le seuil. La lumière qu'ils avaient vue ne venait pas de cette pièce, mais de l'autre, la chambre dont la porte était entr'ouverte. Il cria « Samuel, on sait que tu es là, sors maintenant et ça se passera peut-être mieux pour toi. » Toujours aucune réponse. Jacob échangea un regard avec ses compagnons, puis entra dans la maison, sa carabine pointée devant lui. Les autres le suivirent. Leurs pas lourds résonnaient sur le plancher de bois. Ce qui se passa ensuite fut raconté de différentes manières par les différents témoins, et les versions variaient tellement qu'il devint difficile de démêler la vérité. Mais tous s'accordaient sur certains faits fondamentaux. Quand Jacob poussa la porte de la chambre et entra, il découvrit Samuel, assis calmement sur une chaise, une lampe à huile allumée sur la table à côté de lui. L'homme noir ne semblait ni effrayé, ni surpris. Il regardait les intrus avec une expression indéchiffrable. Mais ce n'était pas Samuel qui figea Jacob sur place, c'était l'uniforme. Samuel portait un uniforme militaire, pas n'importe quel uniforme. Un uniforme de l'armée de l'Union, celui d'un sergent-major. Et pas seulement cela. Sur la table devant lui étaient disposés avec soin plusieurs documents, une médaille et ce qui ressemblait à des lettres officielles. Sur le mur derrière lui était accroché un sabre de cavalerie dans son fourreau. Jacob recula instinctivement. Les autres hommes qui l'avaient suivi entrèrent dans la pièce et s'arrêtèrent net en voyant la scène. Pendant un long moment, personne ne dit rien. Puis Samuel parla. Sa voix était calme, posée, avec une autorité qui n'avait rien à voir avec celle d'un forgeron rural intimidé. « Je suis le sergent-major Samuel Washington.
J'ai servi dans le 5e régiment de cavalerie de couleur des États-Unis d'Amérique pendant 4 ans. J'ai combattu dans 17 batailles. J'ai été blessé 3 fois. J'ai reçu une citation personnelle du général Ulysses S. Grant lui-même pour ma bravoure à Cold Harbor. Ces documents sur cette table prouvent tout cela. Ils sont signés et tamponnés par le ministère de la Guerre des États-Unis. Il se leva lentement, permettant aux hommes de voir qu'il ne portait aucune arme visible. Mais sa simple présence, dans cet uniforme, avec cette posture militaire parfaite, transformait complètement la dynamique de la situation. « Je connais aussi vos noms », continua Samuel d'une voix toujours calme. « Tous vos noms. Je sais qui vous êtes. Je sais où vous vivez. Je sais qui sont vos familles. Et ces informations ont été consignées dans un document qui se trouve actuellement en lieu sûr, loin d'ici. Si quelque chose m'arrive cette nuit, ce document sera transmis aux autorités fédérales à Washington. » Jacob sentit sa bouche devenir sèche. Il jeta un coup d'œil aux autres hommes, vit la même incompréhension, la même peur naissante sur leur visage. Comment cet homme connaissait-il leur nom? Comment avait-il pu? Watts entra alors dans la maison, impatient de savoir pourquoi ces hommes ne ressortaient pas avec le prisonnier. Quand il aperçut Samuel en uniforme, quand il entendit ces paroles, son visage devint livide sous sa cagoule. Ce qui aurait dû être une démonstration de force du Ku Klux Klan se transforma en quelques minutes en une situation grotesque et terrifiante. 300 hommes masqués, venus pour lyncher un simple forgeron noir, se retrouvaient face à un vétéran de guerre qui non seulement ne montrait aucune peur, mais qui semblait avoir anticipé leur venue et préparé sa défense. Watts, reprenant ses esprits, tenta de restaurer son autorité. Il entra complètement dans la chambre, bousculant Jacob pour se rapprocher de Samuel. Sa voix tremblait légèrement quand il parla, trahissant une nervosité qu'il essayait de masquer par l'agressivité. « Je me fiche de tes uniformes et de tes papiers, nègre. La guerre est finie. Le Sud a peut-être perdu, mais ici, dans ces montagnes, c'est nous qui faisons la loi. Tu n'as aucun pouvoir ici. Tu n'as aucun droit ici. Tu vas sortir de cette maison et tu vas recevoir ce que tu mérites. » Samuel ne bougea pas. Il regarda Watts directement dans les yeux, un acte d'une audace inouïe pour un homme noir face à un blanc en colère, et à plus forte raison face à 300 hommes du clan. « Monsieur Watts », dit Samuel, et l'utilisation du nom fit sursauter le grand cyclope. « Je ne pense pas que vous compreniez pleinement votre situation. Permettez-moi de clarifier certaines choses. » Il se tourna légèrement vers la table et prit l'un des documents qui s'y trouvait. À la lumière de la lampe, on pouvait distinguer un en-tête officiel et plusieurs sceaux. Ceci est une lettre du Bureau des Affranchis, signée par le général Oliver Otis Howard en personne. Elle certifie mon service et me garantit la protection du gouvernement fédéral dans l'exercice de mes droits en tant que citoyen américain. Le général Howard est un homme très influent à Washington. Il a l'oreille du président. Et il s'intéresse personnellement à mon bien-être. Samuel prit un autre document. Ceci est une liste. Elle contient les noms de 153 membres du Ku Klux Klan dans ce comté et les comtés voisins. Leurs noms complets, leurs adresses, leurs occupations. Certains sont des hommes importants, des commerçants, des propriétaires terriens, des élus locaux. Quelques-uns sont même des députés à l'Assemblée de l'État. Imaginez le scandale si cette liste était rendue publique. Imaginez les poursuites fédérales qui s'ensuivraient. Il y eut un silence stupéfait. Plusieurs hommes dans la pièce échangèrent des regards paniqués. Watts lui-même semblait avoir perdu sa capacité de parole. Samuel continua, sa voix toujours parfaitement calme et mesurée. Pendant les 2 dernières années que j'ai passées ici, j'ai observé. J'ai écouté. Les hommes parlent librement devant un forgeron noir qu'ils considèrent comme insignifiant. Ils se vantent de leurs actions. Ils mentionnent leurs complices. Ils discutent de leurs plans. Et j'ai tout noté. Chaque nom, chaque crime, chaque violence. Tout est consigné dans des rapports détaillés qui ont été envoyés régulièrement à des contacts au nord. Il laissa ses paroles s'installer, observant l'effet qu'elles produisaient.
Certains hommes commençaient à reculer vers la porte. D'autres murmuraient entre eux avec agitation. « Vous voyez, messieurs, je ne suis pas juste un ancien soldat. Je suis un agent, un informateur si vous préférez, envoyé ici précisément pour documenter les activités du clan dans cette région. Et je dois dire que vous avez tous été remarquablement coopératifs, remarquablement indiscrets. » Watts retrouva enfin sa voix, mais elle était rauque, presque étranglée. « Tu mens. Tu essaies juste de nous faire peur. » Samuel haussa les épaules. « Peut-être. Il y a un moyen simple de le vérifier. Tuez-moi cette nuit, brûlez ma maison, détruisez mes documents, et attendez de voir ce qui se passe. Attendez de voir si des marshals fédéraux viennent frapper à vos portes dans les semaines qui suivent. Attendez de voir si vos noms apparaissent dans les journaux du Nord. Attendez de voir si des accusations fédérales sont portées contre vous. » Il marqua une pause, puis ajouta avec ce qui ressemblait presque à de l'humour noir. « Bien sûr, à ce moment-là, il sera trop tard. Les lois fédérales contre le terrorisme et les organisations secrètes sont très sévères. Les peines vont de 10 ans de prison à la pendaison. Et contrairement aux tribunaux locaux que vous contrôlez, les tribunaux fédéraux ne sont pas si indulgents envers les membres du clan. » L'atmosphère dans la petite chambre était devenue suffocante. La lumière de la lampe projetait des ombres dansantes sur les visages masqués des hommes, créant une impression de théâtre macabre. Dehors, les 300 autres membres du clan attendaient, ignorant le drame qui se jouait à l'intérieur. Jacob, le grand fermier qui était entré le premier, fut le premier à craquer. Il recula vers la porte, sa carabine pendant inutilement au bout de son bras. Sa voix était à peine un murmure. « Jeremiah, je pense qu'on devrait... Je veux dire, si ce qu'il dit est vrai. » Watts se tourna brusquement vers lui, sa rage momentanément dirigée contre son propre homme. « Tais-toi, il bluffe. C'est impossible qu'il... » « Monsieur Calhoun, » dit soudain Samuel, s'adressant à un autre homme présent dans la pièce, un homme plus petit qui se tenait près du mur. « Vous étiez présent lors du lynchage de Henry Patterson le 16 juin de l'année dernière. Vous avez personnellement attaché la corde à l'arbre. Il y avait 7 autres hommes avec vous cette nuit-là. Je peux tous les nommer. Je peux décrire exactement ce qui s'est passé, minute par minute. Et je peux témoigner de tout cela devant un tribunal fédéral. » Calhoun vacilla comme s'il avait été frappé. Son visage, visible sous sa cagoule mal ajustée, devint couleur de cendre. Samuel se tourna vers un autre homme. « Vous, monsieur Reed, le 23 mars, vous et 12 autres avez brûlé l'école des enfants noirs près de la rivière. Vous pensiez que personne ne vous avait vu, mais il y avait un témoin, et son témoignage est également consigné. » Un par un, Samuel nomma les hommes présents dans la pièce. Un par un, il décrivit leurs crimes, leurs actions, leurs secrets. Il ne haussait jamais la voix. Il ne montrait aucune émotion. Il récitait simplement les faits avec la précision d'un greffier lisant un registre officiel. L'effet fut dévastateur. Les hommes se regardaient entre eux, cherchant des signes de confirmation ou de démenti. Certains commençaient à réaliser l'ampleur de leur erreur. Ils étaient venus ici pour terroriser, et ils découvraient qu'ils étaient eux-mêmes observés, documentés, connus. Le chasseur était devenu la proie. Si cette histoire te donne des frissons, mets un like maintenant et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses qu'il va se passer. Parce que ce qui va suivre va complètement renverser tout ce que tu croyais savoir. Watts comprit qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation. Les hommes dans la chambre commençaient à paniquer visiblement. Certains parlaient de partir, d'autres murmuraient des questions anxieuses. À l'extérieur, les 300 hommes qui encerclaient toujours la maison devaient se demander ce qui se passait. Combien de temps avant que la confusion ne se propage à toute la foule? Le grand cyclope prit une décision désespérée. Il sortit un revolver de sous sa robe et le pointa directement sur Samuel. « Assez de bavardage, tu vas nous donner ces documents. Tous tes papiers, toutes tes prétendues preuves. Et ensuite tu vas nous dire où tu as caché les copies. Si tu refuses, je te tire une balle dans la tête et on brûle tout ce qui se trouve dans cette maison. » Samuel ne scia même pas face au canon du revolver.
Sa voix resta parfaitement calme. Allez-y, tirez, mais réfléchissez d'abord aux conséquences. Il fit un geste vers la fenêtre, vers l'extérieur où les 300 hommes attendaient. Tous ces hommes là dehors vous ont suivi ici ce soir. Vous leur avez promis un spectacle simple, terroriser un forgeron noir sans défense. Mais maintenant, qu'allez-vous leur dire? Qu'ils ont tous été identifiés? Que leurs noms sont dans un rapport fédéral? Qu'ils risquent tous la prison? Comment pensez-vous qu'ils vont réagir? Pensez-vous qu'ils vont rester calmes? Ou pensez-vous que certains vont paniquer? Qu'ils vont peut-être commencer à se demander qui les a dénoncés? À se soupçonner mutuellement? Samuel se pencha légèrement en avant, son regard fixé sur Watts. Le clan se nourrit de la peur qu'il inspire aux autres. Mais que se passe-t-il quand c'est le clan lui-même qui a peur? Que se passe-t-il quand 300 hommes masqués découvrent qu'ils ne sont pas invincibles, qu'ils ne sont pas invisibles, qu'ils ont été observés et jugés? Comment maintenez-vous la discipline dans de telles circonstances? Le revolver dans la main de Watts tremblait légèrement. On voyait dans ses yeux qu'il pesait les options, calculait les risques. Tirer Samuel ici et maintenant donnerait peut-être une satisfaction immédiate. Mais cela résoudrait-il le problème? Si Samuel disait vrai, si ses rapports étaient vraiment en sécurité ailleurs, les tuer ne ferait qu'empirer les choses. Cela confirmerait toutes les accusations. Cela fournirait aux autorités fédérales exactement le prétexte qu'elles cherchaient pour intervenir massivement dans la région. Jacob, le grand fermier, intervint à nouveau, sa voix maintenant clairement effrayée. « Jeremiah, écoute, peut-être qu'on devrait juste partir. On devrait juste partir maintenant. Oubliez tout ça. » « Oublier ?» explosa Watts. « Tu comprends ce que ça signifie? Si nous partons maintenant, sans rien faire, nous admettons qu'il nous a battus. Nous admettons qu'un seul nègre a plus de pouvoir que 300 hommes blancs. Comment pourrons-nous jamais garder le contrôle après ça? » Samuel intervint doucement. « Vous ne comprenez pas, monsieur Watts. Le contrôle que vous pensiez avoir n'a jamais existé. C'était une illusion. Vous terrorisiez des gens sans défense, des fermiers isolés, des familles pauvres qui n'avaient aucun recours. Vous vous sentiez puissant parce que vous attaquiez les faibles. Mais le pouvoir réel, le pouvoir légal, appartient au gouvernement fédéral. Et ce gouvernement a décidé que vos actions ne seraient plus tolérées. Il se redressa complètement, assumant une posture militaire parfaite. Je suis ici parce qu'il y a eu d'autres hommes comme moi dans d'autres régions. Des agents infiltrés, des informateurs, des vétérans qui ont accepté des missions dangereuses pour documenter les crimes du clan. Certains ont été découverts et tués, mais suffisamment ont survécu et ont transmis leurs informations. Et maintenant, le gouvernement fédéral a les preuves dont il a besoin pour agir. « Tu mens », répéta Watts, mais sa voix manquait de conviction. Vérifiez par vous-même. Renseignez-vous sur le Ku Klux Klan Act qui a été passé il y a 5 ans. Renseignez-vous sur les suspensions de l'habeas corpus dans 9 comtés de Caroline du Sud. Renseignez-vous sur les centaines d'arrestations fédérales qui ont eu lieu. Le clan n'est plus intouchable, monsieur Watts. Le gouvernement fédéral a décidé de vous écraser. Dans la pièce, le silence s'était fait presque total. On n'entendait plus que les respirations lourdes des hommes masqués et le crépitement distant des torches dehors. La situation avait complètement basculé. Ce qui devait être un lynchage simple était devenu un piège complexe dont personne ne voyait l'issue. Puis, de l'extérieur, une voix cria « Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi ça prend tant de temps ?» C'était l'un des lieutenants de Watts, impatient et inquiet. Sa question déclencha un murmure parmi la foule qui encerclait la maison. Les hommes dehors commençaient à s'agiter, à se demander pourquoi l'opération ne se déroulait pas comme prévu. Watts prit une décision. Il abaissa son revolver et sortit brusquement de la chambre. Les autres hommes le suivirent, certains jetant des regards nerveux par-dessus leur épaule vers Samuel qui resta assis, immobile, observant leur retraite avec cette même expression indéchiffrable. Une fois dehors, Watts se retrouva face à une mer de visages masqués, éclairés par des torches. 300 hommes qui attendaient des ordres, qui voulaient savoir pourquoi le plan simple qu'on leur avait présenté semblait s'être compliqué. Watts leva les mains pour réclamer le silence.
Quand le murmure de la foule se calma, il parla, et ceux qui le connaissaient bien auraient remarqué la tension dans sa voix. Il y a eu un développement inattendu. Le nègre à l'intérieur prétend être un agent fédéral. Il dit qu'il nous a tous identifiés, qu'il a des preuves contre nous. Un grondement parcourut la foule. Des voix s'élevèrent, certaines incrédules, d'autres alarmées. C'est impossible. Il bluffe. Comment aurait-il pu? On devrait le tuer maintenant. Et si c'est vrai? Les fédéraux ne peuvent pas. Watts leva à nouveau les mains, tentant de restaurer l'ordre. Nous devons décider ensemble. Si nous le tuons et que ses affirmations sont fausses, nous avons accompli notre mission. Si nous le tuons et que ses affirmations sont vraies, nous nous exposons à des poursuites fédérales. Si nous partons sans rien faire, nous paraissons faibles, mais nous évitons peut-être des problèmes légaux. Un homme dans la foule, un fermier d'un comté voisin cria « Moi je rentre chez moi, je ne suis pas venu ici pour avoir des ennuis avec les fédéraux. »« Moi non plus !» cria un autre. « Attendez !» ordonna Watts. « Si nous partons tous maintenant, divisés, paniqués, le clan est fini dans cette région. Nous devons rester unis. » Mais sa tentative de rallier les troupes échoua. La peur était contagieuse. L'idée qu'ils avaient peut-être été observés, documentés, que leurs identités cachées n'étaient peut-être pas si secrètes après tout, sapait la confiance collective qui faisait la force du clan. Des hommes commençaient à s'éloigner, montant sur leurs chevaux, éteignant leurs torches. « Restez, nous devons... » Mais Watts parlait à une foule qui se dispersait déjà. Par groupes de 10, de 20, les hommes masqués quittaient la propriété, remontant sur la route de montagne par laquelle ils étaient venus. Certains partaient au galop, pressés de mettre le plus de distance possible entre eux et cette maison maudite. D'autres s'en allaient plus lentement, regardant encore par-dessus leur épaule vers la lumière qui brillait toujours à la fenêtre. En moins de 30 minutes, les 300 hommes qui avaient encerclé la maison de Samuel s'étaient évaporés dans la nuit des montagnes du Tennessee. Il ne restait qu'une douzaine d'hommes, les plus fidèles lieutenants de Watts, qui se tenaient près de leur chef dans un silence amer. Watts regardait fixement la maison. Son plan si soigneusement préparé s'était effondré de la manière la plus humiliante possible. Non seulement ils n'avaient pas lynché Samuel, mais ils avaient fui devant lui comme des lâches. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda l'un de ses lieutenants. Watts ne répondit pas immédiatement. Puis lentement il retira sa cagoule, révélant son visage ravagé par la colère et la frustration. Maintenant, on attend, on observe, et on voit si ce nègre disait la vérité. Les jours qui suivirent cette nuit désastreuse furent tendus et étranges. Greenville et les villes environnantes bourdonnaient de rumeurs. On murmurait qu'une grande action du clan avait tourné au désastre, que 300 hommes avaient fui devant un seul noir, que ce noir était en réalité un espion fédéral. Les versions variaient, s'amplifiaient, se contredisaient. Samuel, lui, continua sa vie comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, il ralluma sa forge et se remit au travail. Quelques clients vinrent, bien que moins nombreux qu'avant. Certains le regardaient avec une peur nouvelle, d'autres avec une curiosité malsaine. Mais Samuel ne fournit aucune explication, ne fit aucune déclaration. Il forgeait, réparait, recevait ses paiements et renvoyait les gens. Watts et les dirigeants du clan local étaient dans une position impossible. Si Samuel avait menti, s'il n'y avait aucun rapport fédéral, alors ils avaient été humiliés pour rien. Ils devaient réagir, restaurer leur autorité. Mais si Samuel disait vrai, toute action contre lui précipiterait exactement la catastrophe qu'il avait prédite. Ils décidèrent d'attendre, d'observer, de voir si des marshals fédéraux apparaissaient, de voir si leur nom était mentionné dans les journaux du Nord, de voir si le ciel leur tombait sur la tête. Une semaine passa, rien ne se produisit. 2 semaines, toujours rien. Watts commença à se convaincre que Samuel avait bluffé, qu'il n'y avait aucun rapport, aucune surveillance fédérale, aucune menace réelle. Juste un noir malin qui avait joué sur leur peur pour sauver sa peau. Il était temps d'agir, de corriger cette erreur,
de montrer que le clan ne pouvait être défié impunément. Il organisa une réunion secrète avec ses lieutenants les plus fiables. Pas 300 hommes cette fois, juste une douzaine. Ils iraient de nuit, ils prendraient Samuel par surprise, et ils régleraient cette affaire discrètement. Pas de torche, pas de spectacle. Juste une exécution rapide et efficace. La date fut fixée au 15 septembre, presque un mois après le premier fiasco. Mais Watts avait sous-estimé l'effet que la première confrontation avait eu sur le clan local. La confiance avait été brisée. La peur du gouvernement fédéral, plantée comme une graine cette nuit-là, avait germé et grandi. Quand Watts essaya de recruter ses hommes pour cette nouvelle tentative, il rencontra des excuses, des hésitations, des refus polis mais fermes. Finalement, seuls 5 hommes acceptèrent de l'accompagner. 6 hommes au total. Une opération pathétique comparée à la démonstration de force massive qu'ils avaient prévue initialement. Ils partirent tard dans la nuit du 15 septembre. Pas de robe blanche cette fois, pas de cagoule. Juste des vêtements ordinaires et des armes cachées. Ils laissèrent leurs chevaux à distance et approchèrent la maison de Samuel à pied, se déplaçant silencieusement dans l'obscurité. La maison semblait endormie. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres. Le silence était total, perturbé seulement par le chant des grillons et le murmure lointain du vent dans les arbres. Watts fit signe aux autres de se déployer autour de la maison. Cette fois, il ne ferait pas d'annonce, ne donnerait aucun avertissement. Il forcerait simplement la porte, capturerait Samuel dans son sommeil et un bruit métallique résonna dans la nuit. Un clic distinct, immédiatement reconnaissable pour quiconque connaissait les armes à feu. « Ne bougez plus », dit une voix dans l'obscurité, une voix qui n'était pas celle de Samuel. Des lanternes s'allumèrent soudain de tous côtés. Watts et ses hommes se retrouvèrent pris dans un cercle de lumière, et ce qu'ils virent les figea sur place. Une dizaine d'hommes les encerclaient, tous armés de fusils pointés vers eux, et tous ces hommes portaient des uniformes de l'armée des États-Unis. Sur leur poitrine brillaient les insignes de la cavalerie. Un officier s'avança dans la lumière. C'était un homme blanc, d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants et une moustache soigneusement taillée. Ses galons identifiaient un capitaine. « Messieurs, dit-il d'une voix froide et professionnelle, vous êtes en état d'arrestation. Les charges incluent terrorisme, violation des lois fédérales sur les organisations secrètes, conspiration pour commettre un meurtre et tentative d'obstruction à une enquête fédérale. » Watts sentit ses jambes se dérober sous lui. Ce n'était pas possible. Samuel avait vraiment... La porte de la maison s'ouvrit. Samuel sortit, toujours dans son uniforme de sergent-major. Il s'approcha du capitaine et salua militairement. « Capitaine Morrison, rapport. 6 suspects appréhendés, dont le chef local identifié comme Jeremiah Watts. Pas de résistance. » Le capitaine rendit le salut. « Bon travail, sergent. Vous avez fait exactement ce qu'on attendait de vous. » Il se tourna vers Watts et ses hommes, qui se tenaient maintenant sous la menace des fusils, abasourdis et défaits. « Laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Vous allez être transportés à Knoxville, où vous serez jugés devant un tribunal fédéral. Le sergent Washington a compilé des preuves exhaustives de vos activités criminelles au cours des 2 dernières années. Ces témoignages, combinés à ceux d'autres témoins que nous avons rassemblés, sont plus que suffisants pour obtenir des condamnations. » Il marqua une pause, laissant l'information s'installer. « Vous pourriez coopérer, fournir les noms d'autres membres du clan, témoigner contre vos complices. En échange, le procureur fédéral pourrait recommander une certaine clémence. Ou vous pouvez refuser de coopérer et affronter le poids total de la loi fédérale. » Watts ne dit rien. Il regardait Samuel avec une haine pure, mais aussi quelque chose d'autre. De l'incrédulité, du respect forcé. Cet homme qu'ils avaient considéré comme un simple forgeron, un noir sans importance, avait joué un jeu bien plus complexe et dangereux. Il les avait étudiés, documentés, piégés. Et maintenant, il les regardait être arrêtés avec cette même expression calme et indéchiffrable. Les soldats passèrent des menottes aux 6 hommes
et commencèrent à les mener vers des chariots qui attendaient sur la route. Alors qu'ils passaient devant Samuel, Watts cracha dans sa direction et murmura « Tu crois que ça se terminera là? Tu crois que le clan va juste disparaître? Il y en aura d'autres. Il y en aura toujours d'autres. » Samuel le regarda directement et répondit doucement « Peut-être, mais ils sauront que nous aussi, nous sommes toujours là, que nous observons, que nous documentons, que nous ne nous laisserons plus jamais terroriser sans réagir. » Le procès de Jeremiah Watts et de ses complices eut lieu à Knoxville en novembre 1876. Ce fut l'un des premiers grands procès fédéraux contre le Ku Klux Klan dans le Tennessee oriental et il attira une attention considérable. Des journalistes de New York, de Boston, même de Chicago vinrent couvrir l'événement. Samuel Washington témoigna pendant 3 jours complets. Il présenta ses carnets méticuleux, ses rapports détaillés, ses listes de noms et de crimes. Il décrivit les lynchages, les incendies, les passages à tabac, les intimidations. Il nomma les coupables, fournit des dates, des lieux, des témoignages corroborants. Sa mémoire était remarquable, sa précision implacable. Le témoignage le plus dévastateur vint le 2e jour, quand Samuel expliqua comment il avait été recruté pour cette mission. Il raconta qu'il avait effectivement servi dans la cavalerie de couleur pendant la guerre, qu'il avait été blessé et décoré. Après la guerre, il avait travaillé comme forgeron à Cincinnati. C'est là que des agents du bureau des affranchis l'avaient approché avec une proposition. Infiltrer une région où le clan était actif, s'établir comme artisan, observer et documenter. « Pourquoi avez-vous accepté ?» demanda le procureur fédéral. Samuel réfléchit un moment avant de répondre. « Parce que j'avais combattu pendant 4 ans pour libérer mon peuple. Mais la liberté sans justice n'est qu'un mot vide. Ces hommes voulaient nous renvoyer dans les chaînes par la terreur. Quelqu'un devait se lever contre eux. Quelqu'un devait dire « assez ». La défense tenta de discréditer son témoignage, arguant qu'un noir ne pouvait être cru contre la parole d'hommes blancs respectables. Mais le juge fédéral, un républicain strict nommé par le président Grant lui-même, ne l'entendit pas ainsi. Les preuves documentaires étaient accablantes. Les corroborations de témoins indépendants, y compris plusieurs blancs qui avaient secrètement fourni des informations à Samuel, confirmaient ces affirmations. Watts fut condamné à 15 ans de prison fédérale. Ses complices reçurent des peines allant de 5 à 10 ans. Plusieurs autres, qui avaient participé au rassemblement du 23 août, mais qui avaient coopéré avec les autorités, reçurent des peines suspendues en échange de leurs témoignages. L'impact du procès s'étendit bien au-delà de ces 6 hommes. Les listes de Samuel, une fois rendues publiques par portions, provoquèrent un exode massif de membres du clan dans toute la région. Certains fuirent vers d'autres États. D'autres abandonnèrent simplement leurs activités terroristes, trop effrayés pour continuer. Le clan dans le Tennessee oriental ne se remit jamais vraiment de ce coup. Samuel lui-même devint une figure controversée. Pour les communautés noires de la région, il était un héros, un symbole de résistance et de courage. Des hommes noirs venèrent de loin pour serrer la main du sergent-major qui avait tenu tête à 300 hommes masqués. Des familles qui avaient perdu des proches dans la violence du clan le remerciaient avec des larmes dans les yeux. Mais il y avait aussi de la méfiance. Certains s'inquiétaient que son action attire des représailles. D'autres se demandaient combien d'hommes comme lui existaient, infiltrés dans leur communauté. L'idée qu'on pouvait être observé, documenté à son insu, créait une paranoïa qui ne se limitait pas au clan. Les autorités fédérales offrirent à Samuel une position permanente comme agent de terrain, avec un salaire généreux et la possibilité d'être transféré vers des régions moins dangereuses. Il refusa. Il retourna à sa forge dans les montagnes du Tennessee, continua son travail de forgeron, continua sa vie solitaire. Mais quelque chose avait changé. Les Blancs de la région le traitaient maintenant avec une prudence nouvelle, une sorte de respect forcé mêlé de ressentiment. Plus personne ne le traitait avec le mépris désinvolte qu'on réservait habituellement aux Noirs. Ils ne savaient jamais s'ils documentaient encore leurs paroles, s'ils rapportaient encore à des supérieurs invisibles.
Samuel vécut dans sa maison isolée pendant encore 12 ans. Il ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant. Il acceptait peu de visites, continuait à garder ses distances avec tout le monde. Certains disaient qu'il était amer, que les années passées à vivre une double vie l'avaient changé en profondeur. D'autres pensaient qu'il était simplement fatigué, épuisé par le poids de ce qu'il avait vu et fait. En avril 1888, Samuel fut retrouvé mort dans sa maison. Il avait 67 ans. La cause officielle fut une attaque cardiaque. Aucune marque de violence, aucun signe d'intrusion. Certains acceptèrent cette explication. D'autres murmurèrent des soupçons de poison, de vengeance tardive du clan. Mais aucune enquête ne fut menée. Le monde avait changé, et peut-être que personne ne voulait vraiment savoir. Ses possessions furent vendues aux enchères. Sa forge fut rachetée par un forgeron blanc. Sa maison fut occupée par une famille de métayers. Ses documents personnels, ses carnets, ses rapports, disparurent. Peut-être furent-ils confisqués par des agents fédéraux. Peut-être furent-ils détruits. Personne ne le sut jamais avec certitude. Pendant des décennies après sa mort, les histoires sur Samuel Washington continuèrent à circuler dans les montagnes du Tennessee oriental. Elles devinrent des légendes, se déformant avec le temps et la répétition. Certaines versions faisaient de lui un saint, un héros sans peur qui avait affronté le mal incarné. D'autres le présentaient comme une figure plus sombre, un espion retors qui avait trahi la confiance de ceux qui l'entouraient. La vérité, comme toujours, était probablement quelque part entre les deux. Samuel avait été un homme ordinaire placé dans des circonstances extraordinaires. Il avait fait des choix difficiles, pris des risques terribles, survécu là où beaucoup auraient péri. Il avait utilisé le seul pouvoir qu'il possédait, sa capacité à observer, à mémoriser, à documenter, pour se défendre contre une force qui semblait invincible. Et cette nuit du 23 août 1876, quand 300 hommes masqués avaient encerclé sa maison, convaincus de leur pouvoir et de leur impunité, il avait révélé une vérité fondamentale. Le pouvoir n'est jamais aussi absolu qu'il le paraît. Il existe toujours des fissures, des faiblesses, des vulnérabilités. Et parfois, il suffit d'un seul homme, calme et déterminé, pour exposer ses faiblesses au grand jour. Les historiens débattent encore aujourd'hui de l'étendue réelle du réseau d'informateurs que le gouvernement fédéral avait établi dans le Sud pendant la reconstruction. Les archives officielles restent fragmentaires, beaucoup de documents ayant été détruits ou perdus. Samuel Washington est mentionné dans quelques rapports du Bureau des Affranchis, mais toujours de manière oblique, jamais directement. Était-il vraiment un agent infiltré, ou était-ce un stratagème brillant, improvisé pour sauver sa vie? Avait-il vraiment documenté 153 membres du clan? Ou ce nombre était-il un bluff? Les copies de ces rapports existaient-elles vraiment? Ou était-ce une invention destinée à paralyser ses ennemis par la peur? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a survécu, qu'il a fait reculer 300 hommes qui étaient venus pour le tuer, qu'il a contribué à briser le clan dans une région entière, et qu'il est mort dans son lit, libre et indépendant, 12 ans après cette nuit où il aurait dû mourir. Et peut-être que c'est tout ce qui compte vraiment. Alors, qu'en penses-tu? Samuel Washington était-il vraiment un espion fédéral? Ou était-ce le plus grand bluff de l'histoire américaine? Est-ce que tout cela s'est vraiment passé ainsi, ou y a-t-il des éléments qui restent cachés? Dis-moi dans les commentaires ce que tu crois. Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres histoires sombres et oubliées de l'histoire. Partage cette vidéo avec ceux qui pensent que l'histoire n'est faite que de grandes batailles et de héros célèbres. Parfois, les histoires les plus extraordinaires sont celles d'hommes ordinaires qui refusent simplement de se soumettre. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les ombres du passé.